Bonjour et bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Avez-vous votre billet? Oui? Oui? Allez-y, merci. Bonjour, votre billet? Oui? Allez-y. Bonjour, billet s'il vous plaît. Oui? On peut y aller. Vous savez quoi? La sculpture, là, elle me fait un petit peu penser à la pièce de théâtre de Molière, Le Malade imaginaire. Ça pourrait un petit peu illustrer, je sais pas, les relations familiales dans ça. Là. Comme j'ai dit, la sculpture représente un petit peu les relations familiales qui peuvent être vues dans Le Malade imaginaire. Parce que au début de l'œuvre du Malade imaginaire, on voit Argan, le personnage principal, il y a des relations avec deux personnages importants. Il y a Béline, sa deuxième femme, et il y a surtout Angélique, sa fille la plus vieille. Les deux relations entre ces deux personnages-là et Argan sont très différentes. Au début, comme j'ai dit, la relation entre Argan et Béline, elle semble aller bien. Hein? Argan aime beaucoup Béline, Béline semble l'aimer aussi. Mais ça évolue tout au cours de la pièce, et on réalise que Béline est un petit peu une hypocrite, puis elle n'est pas vraiment intéressée à parler d'Argan. Donc, vers la fin de la pièce, Argan va la chasser de sa maison parce qu'il a découvert qu'elle l'aimait pas vraiment. Mais lui, c'est vrai, il l'a aimé tout le long. Mais c'est juste qu'à la fin, quand il réalise que c'était de l'amour pas vrai, là, il est triste puis il la chasse. Mais avec Angélique, cette relation-là, elle évolue de manière pas mal opposée. En effet, au début, avec Angélique, Argan semble avoir une relation assez stricte. Il veut la forcer à aller se marier avec quelqu'un qu'elle connaît même pas puis qu'elle veut pas épouser parce qu'elle l'aime pas. Et si elle se marie pas, il la menace d'aller la mettre au couvent où elle va devenir religieuse, renoncer à son héritage et pas travailler, pas se marier du tout. Par contre, vers la fin, quand Argan réalise que Béline ne l'aimait pas vraiment, il change complètement sa relation avec Angélique. Il comprend qu'il ne devrait pas forcer toutes ses attentes envers elle, sur elle, et il lui donne le droit d'aller se marier à l'homme qu'elle aime, Cléante. Et il s'excuse un peu d'avoir été aussi strict avec elle. Ouais, c'est des bons points, Lily, ça. Mais moi, ça m'a plus fait penser à la pièce de théâtre des Belles-Sœurs, si on parle de relations familiales. En effet, les relations familiales sont assez particulières dans les Belles-Sœurs. Il y a beaucoup de tensions et de conflits à l'intérieur d'une même famille. Les Belles-Sœurs font partie d'une grande famille élargie parce qu'ils ne sont pas tous directement liés. Donc, les tensions peuvent s'expliquer. Mais par contre, il n'y a pas juste des tensions. Ils parlent dans le dos de tout le monde et même ils s'insultent assez directement. En regardant leur relation, on peut voir qu'ils s'entendent définitivement pas très bien. Et même si elles s'invitent les unes les autres, on voit qu'elles ne veulent pas vraiment se voir. Tout au long du livre, elles se sont disputées, insultées et même bagarrées. La vérité, c'est que la plupart d'elles sont toutes jalouses les unes des autres. Bref, leurs relations sont assez compliquées et définitivement pas la meilleure. D'ailleurs, si on regarde la fin du livre, on peut voir que toutes les belles-sœurs se sont violemment battues juste pour l'éteindre. Ce qui ne fait pas vraiment preuve de maturité, d'amour envers les unes des autres et de solidarité envers les personnes de même famille. Puisqu'elles sont supposées se soutenir et s'aimer, elles font partie d'une famille, tandis que dans leur cas, c'est complètement le contraire. Mais moi, personnellement, ça me fait penser aux relations familiales dans Marx et la poupée. Dans Marx et la poupée, on peut voir que certaines familles valorisent des causes plutôt que de prendre soin de leurs enfants, de leurs grands-parents, frères et sœurs, etc. Mais ces familles-là peuvent aussi tisser des liens pendant des événements terribles. Par exemple, les parents de Mariam, ils préféraient prendre leur maison comme QG pour leur cause, pour les rebelles, mais ça faisait un peu peur à la grand-mère de Mariam et à Mariam elle-même. Ils ont préféré mettre leur cause en avant plutôt que de prendre soin de leur fille. Aussi, ils l'ont forcé à donner ses jouets, ce qui était vraiment triste pour elle. Il y a encore plein d'autres exemples comme ça qui montrent que la famille, les parents de Mariam préféraient mettre en avant leur cause rebelle que leur famille. Aussi, ça a beaucoup détérioré leur relation avec la grand-mère de Mariam,
qui disaient non, non, ça c'est dangereux, vous pouvez pas faire ça, vous mettez votre fille en danger. Je pense pas que Mariam s'en rendait vraiment compte, mais elle s'en est définitivement rendu compte plus tard. Puis ça l'a vraiment beaucoup tissé, ça a fait un mur entre la grand-mère et les parents de Mariam. Mais après, quand se sont exilés en France, là tu pourrais penser que c'est une grosse épreuve, il aurait pu tisser des liens ensemble, parce que en fait c'était ce lien avec la culture. Comme Mariam, ses parents faisaient des lunchs qui venaient de son pays, mais les autres enfants ils riaient de ça. Ce qui est quand même triste. Tu pourrais penser que les parents rassureraient Mariam après ça, mais pas vraiment, parce qu'après, Mariam avait juste boudé sa culture, et ça fait un mur avec ses parents, et elle a pu voir sa grand-mère pour l'aider, pour la supporter. Fait qu'on voit que les relations sont pas super bonnes, puis que c'est pas super, même avec un exil, avec des grosses épreuves, c'est pas super. Dans le fond, si on veut un petit peu comme ça, tous nos œuvres ont un point en commun, non? Ouais, t'as raison. Dans toutes les relations familiales de nos êtres, il y a une évolution. Ils sont plutôt négatifs, mais ouais. Très. Ben, vous savez, ça me fait penser à quoi aussi la sculpture? Ça me fait penser à un autre aspect dans mon livre. En fait, ça me fait penser à la place des femmes dans la société. Dans les belles-sœurs, le rôle de la femme est très présent. Il est tellement présent qu'on peut bien l'analyser. On voit tout au long de la pièce que les femmes sont toujours à un même endroit et ça se trouve être de la cuisine. Donc, elles sont tout le temps à la cuisine et elles ne sortent presque jamais de là. On peut donc déduire avec ce fait-là que les femmes, leur place à cette époque est dans la cuisine. Non seulement leur place est dans la cuisine, mais leur rôle est également de s'occuper de leurs enfants. On peut déduire ce fait-là parce que dans la pièce, on voit que les enfants sont avec leur mère, genre dans leur coin, et il n'y a aucun père qui est présent, donc on peut donc déduire que ça c'est le rôle de la mère et non du père. Ces femmes-là ne travaillent pas, en fait, ne travaillent pas hors de la maison, puisque leur travail consiste plus à maintenir la maison et s'occuper d'enfants et cuisiner. Cela dit, elles n'ont pas non plus beaucoup d'éducation. C'est donc pour ça qu'on peut comprendre que dans le livre, certaines des femmes qui étaient là ne comprenaient pas pourquoi leur enfant voulait aller au cégep, puisqu'elles n'ont pas eu beaucoup d'éducation et ne voient pas l'intérêt d'aller au cégep. Donc, pour conclure, le rôle de la femme dans la société à cette époque, c'est de rester dans la cuisine et cuisiner, de prendre soin des enfants et maintenir la maison. Ouais, intéressant. Mais d'abord, c'est la poupée. Le rôle des femmes est assez limité. Après la révolution iranienne, c'était un peu le chaos. Les femmes devaient recommencer à mettre le voile, il y avait des règles vraiment très strictes. Elles devaient recommencer à obéir à leur mari conformément à la loi. Fait que c'était un peu comme revivre les années 60, mais des années plus tard. Fait qu'elles devaient écouter leur mari, faire la cuisine, élever leurs enfants. En gros, c'était pas super. Il n'y avait pas vraiment un gros rôle. Je pense pas qu'il y avait... Il n'y a pas vraiment dans le livre, mais je pense pas qu'il y avait un très gros rôle en politique non plus. Niveau de l'éducation et des universités, je sais pas si vraiment il y avait un gros rôle à jouer là-bas non plus. C'était vraiment un chaos. Fait que c'était pas un super gros rôle, un peu comme dans vos deux œuvres. Ouais, vous avez des bons points. Mais si on est dans le sujet, dans le malade imaginaire, dans les normes que la société imposait aux femmes à cette époque, on peut le voir dans l'œuvre du malade imaginaire. En effet, encore avec Argan et sa relation avec Béline, on peut voir au moment où Béline fait entrer un notaire pour parler à Argan de son testament, son héritage après sa mort probable, on peut voir que dans la loi impose que Argan, sans son testament, à sa mort, tout son héritage va aller à ses enfants, à ses filles. Aucun héritage ne va à sa femme, que ce soit la première femme, la deuxième femme. La femme ne reçoit pas d'héritage de son mari à sa mort, ça va juste à ses enfants. De plus, avec Angélique, on peut voir aussi les normes pour les femmes, dans le sens que Argan impose un peu un mariage à Angélique
Donc, il arrange le mariage de Angélique à Thomas Diafoirus, le fils de son médecin, même s'ils ne se connaissent pas vraiment. Donc, la plupart du temps, à cette époque-là, c'est le père qui arrangeait les mariages de sa fille, et la fille ne connaissait souvent pas son nouveau mari avant le mariage. Puis s'il n'y avait pas de mariage qui se faisait faire, la deuxième option la plus courante, c'était que le père envoyait les filles au couvent et devenait religieuse. Puis dans ce cas-là, il y avait presque plus de liberté, il faisait juste prier. Donc ils ont tous encore un point en commun. Ouais, les femmes sont contrôlées, victimes d'oppression. Ben, heureusement que ça a changé d'ici.